La journée de 2003, écoutez, comme j'étais conseillère municipale, que je faisais partie du CCAS, M. Bataille nous avait appelés pour que nous allions préparer la salle la salle là-haut, comment elle s'appelle, la salle des sources, pour pouvoir recevoir des fours éteints, parce qu'on avait peur qu'ils soient inondés. Et puis à 11h du matin, mon mari m'a téléphoné, m'a dit descends vite à la maison parce que ce n'est pas les Fourquetains qui vont être inondés, c'est nous. Alors cette inondation, c'était quelque chose de très inattendu. Alors on savait, on avait eu un week-end précédent avec énormément de pluie chez nous, mais également au-dessus de la vallée du Rhône, sur les monts d'Ardèche, etc., sur la Saône. Enfin, on savait pas à quoi s'attendre en fait. Alors voilà un peu l'historique. Nous, c'était un après-midi, donc début d'après-midi, où j'ai reçu un coup de fil au bureau, une dame de Saint-Gilles, qui me demandait si sur la commune de Bellegarde, le Rhône avait eu une rupture, avait cédé, une des digues avait cédé. Donc nous n'étions pas au courant, parce qu'on ne nous avait pas encore prévenu. Il s'est avéré que le mari de notre secrétaire, qui partait travailler sur Arles, a téléphoné à sa femme, elle lui disait il y a quelque chose de bizarre. À la petite route de Bellegarde, donc entre Fourques et Saint-Gilles, il y a des hélicoptères, la route est fermée, il y a les gendarmes et les pompiers. Donc moi, étant de la région et connaissant, j'ai pris mon collègue, don Ricardo, on a pris une voiture et on s'est déplacé, on a essayé par le biais de petites routes, on s'est rapproché de la digue qui avait cédé. Et là, à un moment donné, on n'a pas pu aller plus loin parce que d'un coup, on a vu un miroir qui se dirigeait sur nous au niveau des terres, donc ça venait assez rapidement. Le temps qu'on fasse demi-tour et qu'on regagne à la piste du Baronne, on avait l'eau sur la route. Il faisait beau ce jour-là. Il faisait un soleil magnifique. La brèche a pété autour de midi, en fin de matinée. Nous, on s'en a aperçu en début d'après-midi, on nous a été avertis en disant qu'il y avait une brèche, que peut-être il fallait regarder si elle avait un impact sur Bellegarde. À ce moment-là, on ne savait pas si on allait avoir un impact. Personne ne nous a dit, attention, dans 4 heures, dans 10 heures, à minuit, à midi, vous aurez de l'eau et à telle hauteur. On ne savait pas ça. Mais il faisait super beau. Il ne pleuvait pas. Eh bien, ce jour-là, moi, avec ma femme, on a notre petite fille et on l'amène à l'école. Et on apprend que les gens parlent et on entend que le Rhône la brèche a claqué et que l'eau va arriver sur Bellegarde. Alors j'ai dit à ma femme, est-ce que tu voudrais qu'on aille voir comment ça se passe là? Le souvenir de cette journée, j'étais allé à une réunion à Fos. Puis je reviens, en passant à Fourques, je vois le petit Rhône qui était bien haut. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis je rentre à la maison, et comme j'habite en face des services techniques, je me gare sur le côté, et je vois les ouvriers des services techniques qui étaient tous en train de discuter et tout. Alors je vais les voir, je dis, oh, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, on prépare le car parce qu'on va aller... Il faut qu'on évacue la maison de retraite. Je dis, vous évacuez la maison de retraite? Et pourquoi donc? Eh bien, parce que la digue a lâché et l'eau arrive. Et je dis, ah ben oui, c'est vrai que le petit Rhône, je l'ai vu dans un état, jamais vu comme ça. Alors, on prend notre voiture, on est en voiture, et on va par la 113, on prend la petite route qui va de Fourques à Saint-Gilles, et derrière moi, il y a le garde Raymond Pétrier, qui était le garde de Bellegarde, qui me suivait. Et moi, j'arrive à une centaine de mètres de la brèche, et j'ai dit, Raymond,
je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, parce que si on va là-bas, on n'aura pas le temps de tourner, on va se faire emporter. Moi, je me rappelle, mon petit avait 9 mois, donc moi j'habitais au centre du village, et ma grand-mère habite rue Concorde, donc c'est une des zones qui a été inondée. Donc c'est vrai qu'on ne pensait pas du tout que ça allait... on ne pensait pas du tout qu'on allait être inondé, on entendait, on voyait les pompiers, tout ça, on entendait les gens venir, mais... Et là, c'était assez nouveau, donc on est allé voir cette rupture, on voyait l'eau s'écouler vraiment de manière massive. Et bon, on s'est dit, après, on va avoir, entre le Petit Rhône et nous, il y a un canal qui s'appelle le canal Philippe Lamour, un canal d'irrigation, le BRL. Et on s'est dit, tiens, le BRL va faire un petit peu bassin de réception avant que l'eau arrive chez nous. Et puis, on s'attendait absolument à avoir... On pensait avoir de l'eau, mais on ne pensait pas avoir autant d'eau sur le site. Et disons qu'il y avait une surveillance de la digue, après il y a eu une surveillance en disant, à l'époque c'était le maire de Fourques qui était le président de ce syndicat, c'était un syndicat intercommunal, interdépartemental maintenant, mais on ne savait pas trop quelles étaient les conséquences réelles, on ne savait pas jusqu'à quel niveau cette digue, cette rupture digue allait avoir des conséquences. Voilà, je crois qu'à ce moment-là, il ne faut pas jeter la pierre à personne, mais personne ne savait rien, quoi. On a prévenu à l'époque le DGS qui était sur place, M. Dupart, en l'occurrence, et on l'a averti, on a dit, c'est passe quelque chose de grave, on a l'eau qui arrive, et à mon avis, d'ici la nuit, on aura l'eau en ville. Donc ce qu'on a fait, nous, au niveau service technique, moi j'ai pris, et c'est moi qui ai pris la décision, c'est d'envoyer un véhicule avec une sono dans les quartiers bas de la ville, les premiers quartiers qui savaient qu'il allait être impacté, et leur demander... gentiment, on ne les a pas affolés, mais de surveiller l'état des roubines et que s'ils voyaient l'eau monter au niveau des roubines, qu'ils sortent leur véhicule, qu'ils ne restent pas avec leur véhicule bloqué. Vers midi et demi, j'étais au carrefour, là au rond-point du port, là, où peut-être en passant vous avez pu le voir. Et l'eau n'était pas encore arrivée, mais on entendait beaucoup d'eau, beaucoup de bruit. L'eau faisait beaucoup de bruit du côté du canal du Rhône à 7. Et en fait, je crois qu'on ne savait pas trop si elle allait arriver, à quelle force, à quel niveau. On savait qu'elle allait arriver, mais à quel niveau, quelle force et quelle hauteur. Et c'est pour ça que les gens n'ont été évacués finalement que dans la nuit. Dans la nuit et dans la matinée, les gens ont été évacués, alors que l'eau, elle a basculé en milieu de soirée, en milieu de nuitée. Moi, la veille, j'ai été prévenu par la mairie, j'ai été appelé voir si ils avaient besoin de volontaires pour vider la maison de retraite. Donc on y a été avec M. Paris, tous les deux. On a donné un grand coup de main jusqu'à minuit à la maison de retraite, sachant qu'on n'allait pas aller chez nous, parce qu'on nous avait dit si demain vous avez 10 cm d'eau devant chez vous, ça ne sera pas grave. Donc on a mis tous nos efforts sur la maison de retraite. C'est pas que je l'ai regretté, mais après je me suis dit qu'il n'y avait qu'un rez-de-chaussée, j'ai tout perdu, parce que moi j'ai rien pu monter. Et je ne pouvais pas être à la maison de retraite et après être chez moi. Et disons que le lendemain, un peu avancé, donc il a commencé à y avoir de l'eau. Et comme dit Jean-Paul, on est arrivé à 2 mètres d'eau. Le portail ne se voyait pas aux occasions. Actuellement, je travaille à la mairie de Bellegarde et j'habite en zone non inondable. Je déménage en zone inondable et j'ai pas connu les inondations. C'est une fois avoir obtenu le bail, c'est de là où on a vu que c'était en zone inondable. Ça me fait peur. On a aujourd'hui un plan communal de sauvegarde. Aujourd'hui, on a des risques identifiés. Michel est un des élus. Entre autres, qui a travaillé beaucoup sur les plans communaux de sauvegarde. On a tout identifié, on a des salles refuges, on a des cartographies, on a des personnes qui sont identifiées, des numéros de téléphone, des procédures, celui qui s'occupe de la logistique, celui qui s'occupe de travailler sur les hébergements. On a tous les postes aujourd'hui qui identifient. On a aujourd'hui presque un commandement qui est mis en place aujourd'hui sur papier, et que si demain il arrivait un de ces risques-là, que ce soit par le ruissellement ou par l'inondation, aujourd'hui on est prêt. Les cartes du PPRI nous aideraient entre guillemets, mais vous savez, la carte du PPRI, je vois la carte, c'est simple.
Tout est inondé, sauf le haut. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Même la mairie, il faut qu'on trouve donc sur les salles qui sont en hauteur, qui sont maintenant câblées. On s'est abonné, par exemple, à Predict Service, qui c'est une filiale de tout plus le nom de Météo France, et ce qui permet quand même de nous informer beaucoup plus rapidement s'il y a un risque de pluie importante, pas d'inondation, mais de pluie importante. Donc déjà, on est informé que sur le village, il va y avoir des pluies importantes qui vont durer plus ou moins du temps. Donc on est informé systématiquement. Le rôle de l'élu, c'est le rôle de coordinateur. Hein. C'est moi qui déclenche le plan communal de sauvegarde, soit de moi-même, soit parce que les autorités me le demandent ou me sollicitent pour le déclencher. Et donc on déclenche le truc, et puis je dis il est cartographié, j'appelle les responsables des services civiques, mon responsable administratif, mes élus, et puis après chacun a sa mission. Chaque personnel communal a une mission. Il sait que si on déclenche le plan, ben, chacun a son rôle à jouer, chacun sait ce qu'il va faire, chacun sait où il va aller. Donc c'est vraiment cadré, quoi. Par exemple, si on venait à déclencher le plan parce qu'il y a une inondation, mon rôle, moi, premier, c'est de prendre une voiture, faire le tour de tous les chantiers qui sont en cours, donc dans la zone impactée, et demander aux entreprises d'évacuer les lieux, de se mettre en sécurité. Ça, c'est mon rôle à moi. Après, il y aura d'autres rôles qui seront spécifiques, où ben, il y aura des équipes qui vont prévoir de transporter du matériel au cas où, dans les salles au refuge, ben, pour accueillir les premiers qui seront impactés par l'eau. Chacun a son rôle précis, quoi, je veux dire. Nous avons pu rentrer dans notre maison menée par les pompiers sur des barques. Et comme notre maison était un peu en hauteur avec le vide sanitaire, entre Noël et le jour de l'an. Avant, nous n'avons pas pu y retourner. Alors c'est vrai que quand on a poussé la porte, quand on rentre, ça vous coupe la respiration. Hein. Nous, on a tout perdu, il n'y avait plus rien. Hein. Plus rien. Hein. Moi, nous avons beaucoup de meubles anciens, tout flotté. On avait tout monté sur des quérons, mais ça a servi à rien. Hein. À rien, voilà. Nous, on a évacué la nuit, et au petit matin, on a été relogé sur le plateau, chez des amis. Et au petit matin, nous sommes allés sur le lieu-dit de la Madone, cette tour de garde, je dirais moyenâgeuse, qui permet d'avoir une vue à 180 sur la plaine de Beaucaire, de Fourques, de Bellegarde, de Saint-Gilles. Et face à nous se présentait un immense lac. Et là, on s'est pris un gros coup de massue. Et je me rappelle regarder ma maman. Et là, j'ai vu vraiment son visage se décomposer, puisqu'en plus mes parents avaient une maison de retraite sur le site qui avait été évacuée à pied sec, hein, mais on savait que là c'était, en tout cas sur le plan économique, très grave. Voilà. Moi j'habite dans le sud, j'ai encore de la famille en Lorraine. Quand ils ont vu à la télé le reportage, eh ben, ils ont essayé de m'appeler et ben, il n'avait plus de téléphone puisque tout était coupé. Puis à l'époque, on n'avait pas les portables comme aujourd'hui. Mais ça a duré 3 semaines avant que je puisse leur donner des nouvelles. Parce que j'étais en charge de la communication, donc je fais le suivi, reportage des sinistrés, de la crue, avec un regard pas toujours évident, parce que photographier le drame chez les autres, c'est pas toujours évident à être en direct et de dire que là qu'on fait la photo, c'est merveilleux. Ben non, désolé, voilà. Donc c'est très difficile. C'était des gens qui comprenaient, enfin, sur le moment, ils ne comprenaient pas. C'était vraiment, on va dire, plus qu'abasourdi, parce qu'en fait, voilà, il faut imaginer qu'à 1h du matin, ils sont partis, et ils ont pu réorganiser leur maison, voire une semaine plus tard, avec de l'eau jusqu'à la taille quasiment. Et donc ça veut dire que là, voilà, donc le choc n'était pas... Le choc, oui, mais il n'y avait pas encore cet abattement qu'il y a eu ensuite quand il a fallu nettoyer. C'était l'apocalypse dans les rues aussi. Il y avait des clôtures baissées, arrachées, plus de goudron, c'était la désolation, quoi. Tout à l'heure, je vous disais, c'est vrai que ça vous coupe le souffle. Hein. Ça m'en donne encore l'angoisse, hein, parce que nous, je vous dis, on avait quand même 1,60 m d'eau dans la maison. Donc plus rien de droit. Hein. Tout se promène, les chaises flottent, tout se promène, les congélateurs ouverts, une odeur
infernale. Nous, au fond, nous avions pour les tracteurs le gasoil mélangé à l'eau, et ça demande des mois et des mois vraiment de travail. Hein. On a d'abord déménagé, on avait un petit bureau, parce qu'on avait un studio qu'on avait fait pour la grand-mère, et après on l'avait aménagé un bureau. Donc on a d'abord nettoyé cette pièce, pour pouvoir avoir une salle de bain, une petite cuisine. On nous avait prêté une cuisinière, pour qu'on puisse vivre là, et on couchait dans la chambre en haut. Alors évidemment, une couche de limon absolument partout, du matériel léger, un peu déplacé par finalement les courants, mais quelque part rien de grave, l'ensemble du matériel agricole submergé, l'ensemble des habitations évidemment au rez-de-chaussée submergées, des activités économiques sur le site immergées, et donc quand on rentre, on fait le constat, sauf que nous sur une partie des bâtiments on avait conçu déjà des isolations hydrofuges, etc. Donc on a pu relativement intégrer vite les bâtiments, donc revivre sur place rapidement, puisqu'il faut savoir que malgré tout il y avait du pillage, etc. Enfin, c'était une inondation, ça s'accompagne aussi de beaucoup de malveillance, et c'est vrai que le fait de pouvoir revenir sur place, surveiller, contrôler et puis accueillir, puisqu'il y a eu énormément de bénévoles, etc. Beaucoup de gens à driver sur le site. Des fois on jette avec le recul on a jeté des choses qu'on aurait pu en fait réparer, etc. Mais on est un peu, je dirais, complètement abasourdi par ce qui vient de nous arriver. Et puis surtout, quelles vont être les conséquences par la suite? Et c'est après quand ils ont pu revenir dans leur maison, que là ils se sont aperçus que tout était détruit. Les maisons étaient bourrées d'humidité, donc les moisissures de partout. Et tout ce qui était resté était bon à jeter, quoi. Et le plus gros était les photos. Les 3/4 des gens, alors moi on a pu par la suite, presque en bénévole, récupérer les photos des gens et nettoyer par informatique ou autre, mais c'était un travail de dingue. Mais c'est vrai que certains, ne serait-ce que pour une photo, c'était le trésor, quoi. On a récupéré une photo qu'on a pu récupérer, c'était merveilleux, quoi. Mais aussi un moment de solidarité, hein, puisque Michel le disait, les familles ont été accueillies, certains ont été accueillis par des proches, par des amis, beaucoup de gens qui ont accueilli les familles, en tout cas pendant longtemps, hein. Certains pendant très longtemps, pendant des mois, d'autres un peu moins, avant qu'on trouve une alternative chez leur famille, voire ce que vous avez installé après, ce qu'on a installé, c'est-à-dire un village de bungalows sur le plateau du Coste-Canet. Je vais avoir une vingtaine d'années, donc oui, c'est vrai que tous les copains de l'époque, on a tous été un peu de maison en maison pour aider, nettoyer, tout ça. Oui, c'était assez sale. Et après, oui, je me souviens que mes grands-parents aient mis c'est les assurances qui ont donné parce qu'eux, ils ont eu qu'à mettre 20, leur maison était un peu surélevée, donc du coup, ça... Mais oui, qui mettaient des petits radiateurs pour des soufflants, pour essayer de sécher les murs, tout ça. Voilà. Ça avait dégagé quand même une entraide énorme. Et tous les belles gardés y ont participé. Et je veux aussi qu'à l'époque, la municipalité avait bien assuré. Ah oui, non, ils avaient fait face au problème. On a eu pas mal de choses. Ça allait jusqu'aux animaux morts qu'on a retrouvés, parce que quand l'eau s'en va, on récupère tout, hein, donc évidemment. On a eu évidemment les égouts bouchés, donc, comme partout. Les problèmes de cuve, de fioul qui réapparaissent. Donc c'est vrai qu'il y avait des problèmes sanitaires qui devenaient préoccupants. Parce qu'il ne suffit pas des particuliers qu'il fallait évacuer. Mais dans leur principe, tout le monde évacue sa maison, donc tous les déchets ressortent dehors, dans les rues. Donc on avait à la fois les meubles jetés, les journaux et les documents jetés, plus les égouts bouchés, puisqu'il faut imaginer que la station d'épuration était elle aussi inondée. Donc ça veut dire que tous les réseaux étaient en saturation et on avait tous les problèmes évidemment, mais de cuves, de fioul, de pollution en tout cas qui étaient apparentes, quoi. Dans la télé, là, il va y avoir des grosses pluies, des gros orages. L'angoisse revient. Elle revient. Il n'y a pas à dire, ça fait longtemps, mais ça fait plus de 20 ans et ça revient. Ce qui est aujourd'hui, c'est que dans nos territoires, en tout cas, on a souvent des alertes orange trop souvent. Parce que nous, heureusement qu'avec notre géolocalisation un peu plus précise des aléas, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une alerte, ça ne concerne pas toutes les communes du département. Ça concerne des zones bien précises. Mais sinon, dès qu'il pleut trop ou dès qu'il y a un problème, moi je suis
Voilà, on est tous sensibles à ça. Alors écoutez, je vais vous dire, franchement, bon, à ma maison, j'y pense pas. Je pense qu'ils ont fait le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. Mais par contre, si je suis devant un reportage où il y a des inondations, je peux pas le regarder, monsieur. Je peux pas. Parce que ça remue beaucoup de choses, oui. Je peux pas. Je pense à ces pauvres gens, parce que je me dis, bon, on est devant la télévision, quand on voit les gens s'inonder, bon, du pêcheur, ils ont tout perdu. Mais monsieur, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir le traumatisme et la peine que c'est. 18 ans que la brèche a eu lieu en Petite-Argence, en 2003. Et encore aujourd'hui, on n'est pas protégé aujourd'hui encore de l'aléa inondation par le Rhône. Alors qu'on appelle par le Rhône, c'est le Petit Rhône chez nous. Par le Petit Rhône. Donc aujourd'hui, les travaux vont commencer, mais il nous tarde d'être protégés. On vit avec, hein, c'est comme le reste, donc c'est comme les canicules, donc oui, de toute façon, on continue à vivre, et puis si ça arrive, on verra bien. Non, mais c'est ça. La connaissance du risque est déjà très importante. C'est pas parce que le nouvel arrivant ou même ancien, il y a ce partage d'informations, comme on dit, j'en fais partie justement, mais partage de la connaissance, c'est quand même très important. Donc que le soit par médias, que le soit par livre, que le soit par site ou information, que les gens qui sont dans une zone inondable soient conscients de ce risque-là, oui, c'est utile. Après, sans être dans la paranoïa, comme on dit, c'est pas parce qu'il pleut qu'il faut être traumatisé, mais être bien conscient qu'on peut avoir un risque, oui, c'est quand même utile. C'est pas plus que de rouler à 300 à l'heure en voiture et sans ceinture en disant mais tout va bien, voilà. Aujourd'hui, on revend des maisons, et c'est peut-être bien, c'est bien, je dis ça, c'est pas une critique quand je dis ça, mais toutes les maisons qui ont été inondées ont été revendues, et sans beaucoup de dépréciation financière. Ça veut dire que la culture du risque, mais elle est contrebalancée aussi par l'oubli. Et heureusement qu'on continue à vivre. Alors, on sort d'une pandémie, heureusement que dans peu de temps, j'espère qu'on oubliera complètement la pandémie. J'espère qu'on en gardera un petit peu pour essayer d'en tirer des conséquences, mais on oublie, et heureusement, que notre mémoire est sélective, parce que sinon, on gèlerait des territoires.